discutera un petit peu aussi de méthodologie, outils pour voir comment on peut aligner l'informatique sur le business. Hein. Donc vous avez ici, dans ce modèle, des estimations en pourcentage que les différents centres de coûts peuvent représenter. Hein. Et donc typiquement pour une implémentation, que ce soit un développement ou une implémentation d'un package, vous pouvez effectivement faire appel à des services externes. Vous utilisez bien entendu des ressources internes, vous payez les softwares et le hardware, hein, et vous voyez les pourcentages relatifs. Vous voyez, ça dit en parenthèse que le prix relatif du software et du hardware est relativement faible, en tout cas au moment de l'achat. On connaît beaucoup de sociétés qui font appel à qui font jouer la concurrence, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais lorsque vous voyez l'impact de gagner 10% sur le coût du hardware ou de gagner 10% sur le coût du software, je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais vous voyez que globalement, par rapport au total cost of ownership, il y a d'autres priorités. C'est ça que ce modèle veut dire. Et surtout, ce que vous voyez, c'est que les choix que vous allez faire au moment de l'implémentation peuvent avoir un impact majeur sur le coût que vous allez tirer derrière vous pendant un certain nombre d'années. Hein. Et donc, on retrouve effectivement le développement et surtout la maintenance. Hein. La maintenance des softwares, pour ceux qui ont un peu d'expérience, peut-être déjà, vous savez typiquement que lorsque vous achetez un software 100, typiquement vous payez 20-22% de maintenance annuelle. Hein. Donc ça veut dire que tous les 5 ans, vous avez repayé la valeur du software, purement en maintenance, pour recevoir des corrections, des nouvelles fonctionnalités. 20 à 22%. L'infrastructure, le support de l'infrastructure et la maintenance aussi du hardware, et puis quand même un peu de coût interne que l'ensemble de l'applicatif a généré. Si je regarde ça suivant un autre axe, hein, on constate que je peux optimiser suivant 3 axes fondamentalement. Hein. Je peux optimiser le coût d'implémentation, je peux optimiser l'infrastructure et je peux optimiser le coût de maintenance. Hein. Dans des réflexions de partenariat, je peux partir vers des solutions de strategic outsourcing. Donc strategic outsourcing, pour ceux qui ignorent l'expression, donc ça veut dire je revends mon informatique, ou en tout cas une partie de mon informatique, je la laisse opérer par un partenaire et le partenaire me fournit des services. Hein, donc c'est ce qu'on appelle l'outsourcing. Hein, c'est la revente de mon informatique et puis je reçois des services en retour. Financial services, hein, et ça on le voit, mais pas encore de manière systématique, c'est le financement tout simplement, financement du hardware, du software, mais aussi de plus en plus maintenant le financement des coûts d'implémentation. Lorsque vous choisissez d'implémenter une nouvelle solution informatique, hein, vous le faites parce que vous avez un certain return on investment, hein, qui peut être de 6 mois, qui peut être d'1 an, qui peut être de 2 ans. Hein, et donc, il est sans doute souhaitable, dans un certain nombre de cas, de pouvoir financer et d'aligner les dépenses que vous allez faire pour mettre en place cette nouvelle solution-là avec le return que vous en espérez, de telle sorte qu'à aucun moment, la balance ne soit négative pour la société. Et enfin, dans un certain nombre de cas, hein, vous pouvez même pousser jusqu'au process outsourcing. Alors, par rapport au strategic outsourcing, le process outsourcing, ça veut dire typiquement que vous faites traiter vos factures par une société tierce. Donc, plutôt que d'avoir un département comptable qui va traiter, par exemple, les factures à payer, hein, vous les faites traiter par une société tierce, et cette société tierce va dérouler tout le process, bien entendu, en connectant ce process avec votre propre processus. Vous n'êtes pas exclu de ce processus, évidemment, bien au contraire, mais néanmoins, tout le headcount, toutes les personnes qui traitent ces factures-là ne sont pas sur votre société. L'avantage de ça, c'est lorsque vous êtes dans le cadre d'une gestion de société, vous avez un certain nombre d'immobilisés sur votre capital. Hein, et lorsque vous avez un headcount de 1000 personnes sur votre société, ça correspond un peu à de l'immobilisé. Chaque année, il faut payer le salaire de 1000 personnes. Et lorsque vous tombez un peu en récession, bah, il faut prendre des plans ou des mesures parfois un peu désagréables et qui coûtent de l'argent. Hein, ou bien au contraire, vous maintenez l'emploi à 1000 personnes et puis derrière, vous tirez une structure de coût qui n'est plus en ligne avec le revenu que vous faites et le bénéfice que vous faites. Hein. Et donc l'externalisation d'un certain nombre de services va dans le sens de la mise en place d'une flexibilité et de l'agilité nécessaire aux compagnies d'aujourd'hui. En plus d'avoir une gestion
financière qui soit beaucoup plus légère. Hein. Et donc c'est pour ça que vous voyez de plus en plus ce type de partenariat. Alors je sais que comme le mot global, hein, le fait de prendre de la sous-traitance est parfois un peu tabou dans notre pays, hein, mais imaginez qu'il y a des pays qui sont nettement plus évolués dans la mise en place de ce type de modèle-là. Si vous allez en Hollande, par exemple, hein, typiquement cette intégration et le fait d'utiliser des partenaires spécialisés, par exemple sur la finance, par exemple sur le traitement des factures entrantes et sortantes, c'est quelque chose qui se passe de manière absolument naturelle. Et qui permet aux sociétés de garder des structures très légères et particulièrement réactives et surtout bien positionnées en cas de downturn, donc en cas de situation économique qui se retourne un petit peu contre vous. Vous n'êtes pas là avec une masse de personnel qu'il faut bien traiter d'une manière ou d'une autre. Et donc ça, ce sont un petit peu les trois domaines que l'on va regarder d'un peu plus près. Alors voilà. Il y a des namurois dans le... C'est quoi? Bon, allez. Sur cet élan wallon, nous allons reprendre un petit peu. Donc, on va travailler un petit peu suivant les trois axes que vous voyez ici. Hein. Optimisation de l'implémentation, optimisation de l'infrastructure, optimisation de la maintenance. Et comme vous pouvez le voir, en travaillant sur les deux axes d'implémentation des coûts, coûts d'implémentation et coûts des opérations. Hein. Les pourcentages que vous voyez ici sont des pourcentages indicatifs hein, qui ont été vrais à un moment donné, qui sont vrais typiquement par rapport à la moyenne des sociétés, mais qui par rapport à une société précise ne veulent rien dire. Hein, chaque société a une situation bien particulière qu'il convient d'analyser. Il y a des sociétés qui présentent des niveaux de maturité plus grands, des sociétés qui présentent des niveaux de maturité moins grands. Hein. Mais ceci est typiquement ce que l'on a pu observer sur les 5 dernières années dans les exercices d'optimisation de coûts que nous avons eu l'occasion de réaliser. Optimisation des coûts d'implémentation. Typiquement, prenons l'exemple d'une implémentation d'un package. Un package, vous avez eu des exercices avec SAP, ils ont touché un peu à SAP ou pas vraiment? Hein, donc, pour ceux d'entre vous qui ont touché un peu à SAP, SAP est un package extrêmement complet, extrêmement complexe aussi, et qui demande vraiment des annéums de customisation hein, pour mettre SAP en ligne avec les attentes business d'une société X. Hein. SAP a développé, ou certaines sociétés, comme IBM, comme d'autres, ont développé ce qu'on appelle des templates, hein, qui permettent de partir d'une base pré-customisée et qui correspondent à X% des besoins de la société. Donc ça, c'est une façon effectivement d'améliorer le coût d'implémentation. Hein. Une autre façon, et ça fait un peu moins plaisir hein, aux gens du territoire belge, du territoire européen en général, mais vous savez qu'il y a un énorme mouvement vers l'Inde et vers la Chine, hein, avec des coûts de main-d'œuvre nettement moins importants que ceux qu'on a dans les pays ouest européens. Hein. Et donc vous avez aujourd'hui des sociétés hindoues qui viennent démarcher l'Europe, hein, vous avez des sociétés européennes qui vont installer des centres de développement en Inde. Hein. Pour vous donner une idée, une société comme IBM a aujourd'hui 75 000 personnes. 75 000 personnes, nous sommes au niveau mondial de l'ordre de 370 000 personnes chez IBM. Il y a 75 000 personnes aujourd'hui qui travaillent pour IBM en Inde et qui font essentiellement du développement applicatif, de la maintenance applicative et de la customisation et de la maintenance de SAP, mais aussi d'autres choses que SAP. Hein. Et donc vous avez ce type de mouvement-là. Vous avez des mouvements aussi vers la Chine, qui pose un peu plus de problèmes pour mille et une raisons, mais dites-vous bien qu'aujourd'hui ce type de mouvement-là existe, hein, et que même si ça ne nous fait pas fondamentalement plaisir à notre âme de Belge, hein, et quand je me dis que je fais ça, je me dis que je ne sers pas nécessairement les intérêts de mes propres enfants, hein, et si vous ne le faites pas aujourd'hui, d'autres le feront sans vous. Hein. Et donc il est important là-dedans, quand on parle d'innovation, on pense toujours innovation produit, mais il faut être innovant aussi dans vos processus, et il faut être à la pointe de ce genre de choses-là. Hein. Donc tout ça fait partie de l'optimisation, donc Global Optimization. Ce que vous voyez Global Optimization, c'est d'aller faire, on parlait tout à l'heure d'acquisition, les sociétés sont dans un processus d'acquisition, dans un processus de globalisation, d'internationalisation. Ça vous permet d'avoir cette capacité de faire une Global Optimization et d'aller mettre les centres de compétences là où c'est le plus approprié. Hein. Pour revenir encore sur l'exemple d'IBM, c'est un exemple qui paraît a priori ridicule, mais on a un centre aux Philippines qui traite les notes de frais de tout IBM. Bon, ma note de frais, elle part aux Philippines. Mais vous avez un centre de je ne sais pas combien de centaines de personnes là qui ne font qu'une chose, c'est traiter les notes de frais.
360 000 ou de 370 000 personnes. Et donc ça permet d'optimiser votre modèle économique en fonction du globe. Et ça, c'est un modèle qui est en quelque sorte une certaine révolution. Les Américains sont très avancés par rapport à ça. Les Japonais sont un peu plus en retard. Les Européens sont franchement à la traîne par rapport à ce modèle-là. Et donc l'informatique joue aussi dans ce modèle-là. Alors, en ce qui concerne la maintenance, l'optimisation de la maintenance, il importe tout d'abord, par rapport à la maintenance, je citais l'exemple du COBOL tout à l'heure dans les banques, il importe d'abord de se demander mais qu'est-ce qu'on va maintenir et comment veut-on le maintenir. Alors, ce que vous voyez ici sur le slide, c'est que vous pouvez faire un exercice de ce qu'on appelle gestion de portefeuille. Vous avez un certain nombre d'applications, et vous allez gérer votre portefeuille applicatif. Et ce qui est proposé ici, c'est de gérer ce portefeuille applicatif suivant deux axes. L'axe, est-ce qu'on fait bien ce que l'on doit faire? Donc c'est l'axe horizontal, efficiency and effectiveness, rappelez-vous, les trois axes sur lesquels on avait dit que l'on voulait travailler. Et l'axe vertical, c'est la business value. Et donc si vous mettez votre portefeuille d'applicatifs suivant ces deux axes, vous arrivez, et c'est typique des sociétés de consultance, vous arrivez aux 4 cadrans que vous voyez là. Cadran en haut à gauche, grande business value, mais on n'est pas très bon. Donc priorité, on doit faire quelque chose. Un peu plus bas, pas beaucoup de business value, et en plus on est mauvais. Pourquoi est-ce qu'on continuerait de maintenir cette affaire-là? Donc on peut vraiment se poser la question, parce que toute société, quelle qu'elle soit, se trouve en état de moyens limités. Donc les moyens, à un moment donné, en tant que gestionnaire, en tant que manager, je dois décider d'allouer ces ressources à quelque chose. Et croyez-moi, et vous aurez l'occasion d'en faire l'expérience beaucoup au cours de votre carrière, et même au cours de votre vie privée d'ailleurs, à un moment donné, manager, c'est choisir, et choisir clairement, et pas saupoudrer. Donc à un moment donné, si vous n'êtes pas efficace dans la façon de gérer cette affaire-là, et que ça a très peu de business value, à un moment donné, il ne faut pas hésiter à prendre la décision de couper cette histoire-là. Mais il faut la prendre de manière lucide, bien entendu. Là où vous êtes bon, mais il y a très peu de business value, la question est de savoir effectivement si on ne peut pas aller intégrer ça dans quelque chose, la fonctionnalité ou que sais-je dans autre chose. Et on peut quand même encore décider de le laisser tomber. C'est la valeur business qui va vraiment piloter les décisions. Et là où vous êtes évidemment excellent, il y a une grande valeur ajoutée pour le business, clairement, là vous allez mettre vos forces. Et vous allez supporter le business de manière beaucoup plus adéquate en faisant ces choix-là. Et donc ceci n'est rien d'autre qu'une proposition de reprendre tout votre portefeuille applicatif, que ce soit des packages, des développements, etc., et de faire un ranking, un positionnement de tout votre portefeuille applicatif suivant ces deux axes-là. Ce qui vous permet de vous focaliser vraiment là où stratégiquement ça vaut la peine. Alors une autre chose importante, c'est le modèle CMMI. On disait tout à l'heure que la façon dont vous implémentez un développement, dont vous implémentez un package peut impacter très lourdement la maintenance par après. Alors CMMI, comme vous le voyez, CMM, Capability Maturity Model, et le I, je ne sais même plus ce qu'il veut dire, mais peu importe, donc le Capability Maturity Model, c'est un modèle international, si vous voulez, qui permet de mesurer comment un département informatique se comporte. Et vous voyez qu'il y a 5 niveaux, avec les pourcentages, je crois que le slide date de quelques années, mais avec les pourcentages des sociétés estimées se trouvant dans le premier niveau jusqu'au 5e niveau. Et je vous laisse lire vous-même les définitions des 5 niveaux. Depuis, le processus est parfaitement imprédictible. Donc quel processus? Le processus de développement. Donc en d'autres termes, on me demande de développer une fonctionnalité, j'estime que ça va être 100 jours, et puis en fin de compte, ça va être 150, 50 ou 350, enfin c'est absolument imprédictible et incontrôlé et incontrôlable. Et donc je suis incapable de tenir mes budgets et mes délais par définition. Jusqu'au modèle 5, où en fin de compte, non seulement je contrôle tout ce processus-là, mais je suis en permanence en train de réévaluer ce processus-là et de faire en sorte qu'il soit de plus en plus efficace et de plus en plus aligné sur le business. Et vous avez les étapes intermédiaires entre les deux. Alors ce qui est important, c'est que des études que l'on a réalisées montrent qu'entre les sociétés qui sont dans les 3,7%, si j'ai bonne mémoire, du top, et les sociétés qui sont dans la moyenne ou parmi les moins bons, il y a des rapports extrêmement significatifs
d'efficacité. Je vous laisse voir les rapports. Développement, donc la productivité du développement, donc la capacité à délivrer un applicatif ou un certain nombre de lignes ou un certain nombre de function points, si vous avez étudié les function points, les points de fonction, à délivrer un certain nombre de points de fonction. Les leaders sont capables d'en délivrer jusqu'à 5 fois plus que ceux qui traînent un petit peu derrière. Vous voyez que la capacité à délivrer un projet on time and on budget peut être 4 fois meilleure dans les sociétés qui sont les leaders dans ce métier-là, plutôt que les gens qui sont les derniers ou même les moyens. Donc vous voyez qu'il y a des possibilités par l'implémentation de processus. La certification CMM n'est pas importante en tant que telle. Ce qui est important, c'est d'avoir un processus de développement et de maintenance qui soit prédictible et sous contrôle et qui vous permette de réaliser ces gains-là. Alors, ce qui est observé aussi, c'est lorsque vous passez du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3, vous voyez les pourcentages d'amélioration, tant au niveau de la productivité que de la qualité. Et donc, ce sont des choses observées sur le marché, les sociétés qui font l'effort. Alors, soit vous décidez de faire cet effort-là en interne, de former vos gens, etc., pour faire en sorte que ces gens viennent à un niveau CMM supérieur, avec un peu de chance, donc avec la volonté de réaliser les acquis que vous voyez ici. Soit on repart sur de l'outsourcing, ce qu'on discutait tout à l'heure. Vous dites, moi je suis incapable de prendre cette situation sous contrôle, mais ce n'est pas grave. Je fais un partenariat stratégique avec une société qui va me permettre, qui elle a un niveau CMM 5 ou 4, et qui va me permettre de prendre mon processus de développement et de maintenance sous contrôle. Donc on n'est pas toujours obligé de tout faire à l'intérieur de la société, mais il faut être attentif à ce type de processus-là. OK. Bien. Et enfin, l'infrastructure, avant d'aborder l'alignement de l'informatique sur le business. Optimisation de l'infrastructure. Ce que l'on a observé, notamment depuis l'explosion de Internet, c'est que chaque département s'est senti obligé de développer son applicatif, de prendre son package, et on a installé un serveur dans un coin, quelque part dans un bureau, et vous avez eu une prolifération de serveurs dans tous les coins. Et ça, c'est vraiment la réalité. Quand on dit que c'était le chaos IT, je vous garantis que les grosses sociétés, dans la plupart des cas, sont incapables de donner la liste des serveurs qui se trouvent dans leur société. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes de déclaration de licence, etc. Même des sociétés de bonne foi qui ne veulent pas spécifiquement tricher, mais oublient de déclarer une licence parce qu'ils ne savent même plus, ils n'ont plus le contrôle de leur serveur. Croyez-moi, je ne caricature pas, c'est la réalité. Donc il y a certainement un exercice d'optimisation, et ce qui est intéressant, c'est que IBM a longtemps traîné derrière lui l'image des grosses machines, des gros dinosaures, etc., ce qui nous a fait perdre d'ailleurs des parts de marché début des années 90 et milieu des années 90. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est par cet effet d'optimisation d'infrastructure, on en revient à consolider des serveurs, et d'ailleurs on a des projets qui s'intitulent Server Consolidation, où on essaie d'aller retrouver tous les serveurs qui traînent dans des coins, où vous payez 5 fois une database, un software, quand vous vous payez 5 fois un software database, au lieu de le payer rien qu'une seule fois. Vous payerez plus cher sur une plus grosse machine, mais au moins vous ne payez qu'une seule fois, et je peux vous dire qu'il y a des gains économiques très significatifs à réaliser. Donc on travaille à ce moment-là suivant 6 axes au niveau de l'optimisation de l'infrastructure. Et je ne vais pas rentrer dans le détail. Dans les autres sessions, on avait un peu plus de détails sur l'optimisation de l'infrastructure. Mais ici, je voudrais vraiment passer du temps sur l'exercice d'alignement de l'IT. Infrastructure optimisation, donc simplification de l'infrastructure. C'est-à-dire effectivement donc diminuer le nombre de serveurs fondamentalement. Utilisation. On a peut-être des serveurs qui sont utilisés à 30% dans un coin, ça satisfait tout le monde, mais enfin, il y a peut-être moyen de mettre quelque chose en plus. Virtualisation, vous avez peut-être entendu parler du grid computing, et peut-être les universités participent-elles à un grid computing. Donc en gros, vous laissez votre PC ouvert la nuit, allumé la nuit, et il y a quelqu'un des États-Unis ou de Chine qui va venir utiliser la puissance disponible sur votre PC qui ne fait rien pendant la nuit. En gros, c'est un petit peu ça la virtualisation. Donc on utilise de la puissance machine, de la puissance informatique, qui se trouve quelque part dans le monde, qui se trouve dans un réseau. Donc ça, c'est un peu la virtualisation. Virtualisation aussi, vous avez des centres informatiques où vous n'avez plus que des disques.
hein, et puis les CPU se trouvent éventuellement autre part, mais on va tous accéder à ces disques-là. Vous avez des connexions par fibre optique qui vous permettent de partir vers une duplication des disques à 30 km pour les systèmes de backup recovery, etc. Donc ça, c'est la virtualisation. Automatisation, hein. Ça, je pense que ça va de soi. On peut automatiser aussi les processus informatiques. Et standardisation, c'est-à-dire éviter d'avoir 25 packages différents, 5 databases différentes, et croyez-moi, ce n'est pas rien. Et surtout, hein, rappelez-vous encore le contexte économique dans lequel on se situe, acquisition, revente, etc. J'acquiers une société, il n'y a aucune raison que cette société ait le même standard informatique que moi. Aucune. Donc par acquisition de 2 ou 3 sociétés, je peux très vite me retrouver avec un SAP, un JD Edwards, un BAN, un BPIX, etc., etc. Donc toute une série d'ERP différents. Et puis à un moment donné, je dois rationaliser parce que je dois maintenir, je dois payer toutes les licences de ce genre de choses-là. Donc ça, c'était pour l'optimisation de l'infrastructure. Maintenant, comment peut-on bien aligner l'informatique? Et avant de passer à ça, donc oui, peut-être en guise de conclusion, un slide qui, je pense, plaît beaucoup à Jean. Hein. Donc, vous voyez qu'en travaillant sur les coûts de nouvelles implémentations et en travaillant sur les coûts de maintenance, vous avez la possibilité de faire diminuer très fort la colline de droite, hein, qui prenait une énorme partie de vos ressources, à la fois financières et humaines. Et donc l'objectif, c'est vraiment que ce coût des opérations par après, ce qu'on appelle le legacy, soit autant sous pression que possible. Et vous vous souvenez, avec l'ambition de faire en sorte que les coûts globaux diminuent, mais que la part réservée aux nouveaux projets puisse être plus importante que ce qu'elle l'est aujourd'hui. Alors, donc tout ceci ne nous dit pas comment l'informatique peut s'aligner sur le business. Hein. Alors, ce que nous utilisons régulièrement, c'est un outil ou une méthodologie qui s'appelle CBM, Component Business Modeling. Hein. Component Business Modeling, c'est une façon de découper une société à la fois en domaines fonctionnels, donc vous voyez les colonnes qui sont des domaines fonctionnels typiques. Hein. Donc vous retrouvez de la gestion de produits, vous retrouvez de l'acquisition de clients dans ce cas-ci, des opérations produits. Hein. Et puis 3 niveaux horizontaux qui sont fixés. Hein. Vous retrouvez tout en bas le niveau d'exécution, production, comptable, etc. Vous avez le niveau intermédiaire qui est le niveau de management, ce qu'on appelle donc control. Dans ce cas-ci, je contrôle les opérations. Et puis vous avez le niveau supérieur qui est le contrôle direct, qui est le niveau stratégique, donc le niveau direction. Hein. Donc je contrôle les opérations et la direction donne des guidances au contrôle des opérations, en gros. Hein. Un composant est une cellule qui peut être considérée comme étant une entité qui pourrait vivre par elle-même, donc qui dispose d'un headcount, qui dispose d'un management, qui dispose d'un budget. Hein. Comment vous découpez une société comme ça? Il existe des templates, mais on fait des exercices avec des directions d'entreprise pour découper sa société suivant sa vision de sa société. Hein. Donc il n'y a pas un modèle unique, il y a des modèles de référence, mais il n'y a pas de modèle unique. Chaque société a son histoire, chaque société a son organisation. Okay. Et donc on découpe cette société en différentes entités qui sont plus ou moins indépendantes, en fait, qui sont même plutôt indépendantes que moins indépendantes. Hein. On applique sur chacun de ces modules-là, donc vous voyez une entité, hein. Prenez une entité, ce n'est pas très lisible malheureusement, hein, mais exécution des campagnes, juste ici. Donc je vais exécuter une campagne marketing, hein. Je prends une entité et j'applique un certain nombre de critères sur cette entité-là. Et il y a 2 critères qui sont absolument nécessaires. C'est tout d'abord, est-ce que cette entité est différenciante? En d'autres termes, est-ce que cette entité m'aide sur le marché à me différencier de mes compétiteurs? Et ça, c'est l'axe differentiating, non-differentiating. Hein. Et l'autre axe qui est imposé, c'est est-ce que cette entité pourrait être externalisée ou non? Donc, est-ce que je me différencie par cette entité? Est-ce que je pourrais l'externaliser ou non? Hein. De telle sorte que ces modèles-là permettent de conduire, vous le voyez en bas, hein, à une situation où effectivement je suis dans un certain nombre de cas, pour ce que je peux externaliser et qui est non-differentiating, je vais prendre une société tierce qui est une utility quelconque, un partenaire, et je ne vais plus le faire chez moi, hein, puisque je peux externaliser. Hein. Pour ce qui est differentiating, je vais prendre un partenaire stratégique, si je peux l'externaliser. Hein. Exemple, certains exercices de recherche et développement dans le monde automobile se passent chez les fournisseurs. Et donc, il y a des partenaires stratégiques qui sont définis. Fournisseurs stratégiques qui sont définis. Autre exemple,
BMW fait construire une grosse partie de ça, je ne sais plus quel modèle d'entry, par une société en Autriche qui a priori n'est pas une société dans le monde automobile. Mais ils ont estimé que ça, ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes, ou ils n'avaient pas les moyens de le faire eux-mêmes, donc ils ont pris un partenaire stratégique. Donc c'est plus ou moins le résultat d'un exercice de type CBM qu'ils ont réalisé à un moment donné. Et donc vous vous rendez compte que dans une évolution de ce modèle-là, vous pouvez, pour amener le niveau de flexibilité dans votre société, vous pouvez bouger vers un modèle où vous externalisez beaucoup plus que vous ne le faites aujourd'hui. Objectif de flexibilité. Alors pourquoi est-ce que c'est important par rapport à l'informatique? Ceci nous éloigne un peu de l'informatique. Comment est-ce qu'on fait le lien avec l'informatique? Vous pouvez bien imaginer, évidemment, que pour tout ce qui a été identifié dans la société comme pouvant être externalisé, a priori, ne devrait plus faire l'objet du moindre développement informatique, puisque vous allez faire appel à un partenaire. Ce que vous allez mettre en place, en fait, ce sont des outils de communication, le début de notre discussion. Vous allez mettre en place des outils de communication, intégrer les processus vis-à-vis du partenaire que vous avez sélectionné. Et la discussion que vous allez avoir avec votre partenaire, c'est effectivement pour savoir comment on intègre les processus, pour qu'en fin de compte, on ait l'impression qu'on s'adresse à une seule société, mais en fait, on s'adresse à 2, 3, parfois 4 sociétés qui sont intégrées dans l'ensemble du processus. Mais ça a un impact, évidemment, sur les choix informatiques que vous faites, sur la capacité à communiquer et sur les développements que vous allez réaliser. Donc vous pouvez, en fin de compte, sur base du modèle CBM, arriver à un modèle de ce type-ci. Alors vous voyez les codes couleurs, et donc c'est un petit peu le résultat de la méthode que je vous ai décrite très brièvement. Donc pour chacune des cellules, on essaie de voir si c'est différenciant ou pas différenciant, si on peut externaliser ou pas externaliser, et ça conduit à ce type d'évaluation-là. Je peux gérer comme une utility, je souhaite utiliser des spécialistes parce que c'est quelque chose de relativement différenciant. En rouge, ce sont les endroits où je pense que je peux vraiment me différencier, je dois vraiment être meilleur que le marché. Et puis, tout à fait à gauche, consolidate, ça veut dire que ça c'est un peu moins critique pour moi, et donc je me contente de faire le strict minimum. Vous comprenez tout de suite qu'un modèle de ce type-ci vous permet aussi de réaliser les choix, de savoir où vous allez aller mettre vos ressources. Et par extension, évidemment, de savoir effectivement comment vous allez investir à la fois en argent, en solutions de type ERP, en développement et de nouveau dans les ressources humaines. Un exercice CBM peut aussi conduire à superposer ce qu'on appelle l'IT landscape. Et donc, si vous voulez, l'IT landscape, c'est quoi? C'est en fait une vision de la façon dont votre société est couverte par les solutions informatiques que vous avez mises en place. Et vous seriez surpris, quand vous faites un exercice de ce type-là dans une société qui a l'air a priori d'être gérée plus que correctement, combien vous avez d'éléments de votre société qui ne sont pas couverts par une solution informatique, alors qu'ils en ont un certain besoin, ou au contraire que vous avez des overlaps. Alors vous serez amené à gérer, soit comme gestionnaire informatique, je peux vous garantir que vous serez amené à gérer des situations comme celles que je vais décrire. Pas plus tard qu'il y a un an et demi, j'étais dans une société aux Pays-Bas et la société me disait, écoutez, c'est ingérable. Lorsque je consens un discount à un client, je dois aller rentrer ce discount-là dans 3 applicatifs différents. Vous seriez étonné. Pourquoi? Parce que chacun des départements a développé sa solution, a installé son package. Chaque package est arrivé avec son propre modèle de données. On a implémenté le package et le client, dans le meilleur des cas, est identifié 3 fois dans chacun des packages différents. Et puis vous vous étonnez après que le client reçoit une mauvaise facture, n'a pas reçu le discount, etc., etc. Ne croyez pas que le monde est bleu et que l'informatique est parfaitement sous contrôle. Ce type de situation-là se passe absolument tous les jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez apparaître sur le dessin que vous voyez ici, donc sur base du modèle CBM, vous voyez apparaître les gaps et ce qu'on appelle les overextensions ou les duplicate systems. Et les duplicate systems sont, croyez-moi, encore plus dangereux que les gaps. Les gaps, au moins, on les identifie, on peut travailler dessus. Par contre, les duplicate systems, ce sont des choses qui, à un moment donné, peut être très difficiles de redécouper. Alors, suivant ce que l'on voit apparaître de plus en plus en termes d'architecture informatique,
hein. Je ne sais pas si vous avez abordé ça dans le cadre de l'un ou l'autre cours, mais vous voyez apparaître de plus en plus la notion de Master Data Management. Hein, c'est-à-dire que vous avez toute une série de systèmes connexes qui, dans le passé, avaient leur propre banque de données, hein, ce qui créait tout le chaos auquel on vient de faire référence. Hein. Le discount doit être entré 3 fois dans 3 systèmes différents. Hein. Donc on met au centre les Master Data, donc les données maîtres. Et on met en place un système de communication sur le master data où les données donc, deviennent au cœur d'un processus. Et un processus peut très bien commencer dans un système A, faire appel à ces données-là, à un moment donné appeler le système B, faire appel de nouveau à des données ici. Le système B va renvoyer les solutions. Et donc votre processus se crée comme ça, mais sur un cœur de données qui est unique et qui a vraiment une réelle unicité. Quand vous avez une unicité de données, croyez-moi, vous avez déjà gagné beaucoup dans votre société. C'est déjà nettement plus facile de mettre en place des processus efficaces dans votre société. Et pour mettre en place ces systèmes de communication, on parle donc maintenant de SOA, c'est-à-dire de Service Oriented Architecture. Alors, Service Oriented Architecture, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que vous développez, à la limite, chacun des blocs ici, ou des sous-blocs ici, comme étant un service adressable. Et typiquement adressable par Internet. Hein, ce qui veut dire qu'en imaginant que vous avez un processus d'affaires qui va circuler au travers de chacune de ces entités-là, ou d'un certain nombre de ces entités-là, hein, si vous décidez à un moment donné de sortir cette entité de votre société et de la mettre dans de la sous-traitance, en imaginant que cette société travaille en mode SOA et que vous soyez déjà en SOA, je décide d'externaliser cette fonction-là. Si l'interface ici est une interface de type SOA, et dans un monde idéal, je ne dois rien changer à ma programmation et à mon processus. Simplement, je fais faire appel au service d'une société externe plutôt que de faire appel au service interne que j'ai développé moi-même. Ça, c'est le principe SOA, Service Oriented Architecture. Et ce sera presque déjà le mot de la fin. Hein. Peut-être pour vous donner la vision de SOA, donc dans le passé, vous aviez un développement applicatif qui était relativement simple et linéaire. Je développe la partie présentation, donc les écrans d'interface. Je développe la business logic et j'ai les données qui vont s'appuyer sur du storage. Hein. Au fur et à mesure des développements, évidemment, vous avez de plus en plus de systèmes qui se sont mis en parallèle, avec l'inconvénient que j'ai mentionné tout à l'heure, qu'on avait plusieurs sets de données et qui bien souvent n'étaient pas connectés. Et donc aujourd'hui, on met en place un certain nombre de niveaux d'intégration. Hein. Par exemple, au niveau des données, on essaye de tout ramener vers une database. Au niveau de Business Logic, on en vient à l'intégration des Business Process Modeler, pour ceux d'entre vous qui ont joué un petit peu avec des Business Process Modeler. Hein. Au niveau de la présentation, on parle de portail. Hein, pour ceux d'entre vous qui jouent beaucoup sur Internet, il y a beaucoup de portails. Vous cliquez, puis sans savoir, vous partez en fait sur le site Internet d'une autre société. Hein, d'un point de vue technique, physiquement, on peut virtualiser aussi les storages. Et puis au travers de tout ça, on met effectivement un Enterprise Service Bus. Et ça, c'est une vision purement interne à la société. Mais de nouveau, si vous sortez un de ces blocs et que vous le mettez dans une société sous-traitante, fondamentalement, l'architecture tient la route, si on est en Service Oriented Architecture. Et donc ça veut dire que plutôt que de donner une adresse interne dans l'informatique de la société, vous donnez une adresse externe Internet et vous recevez un certain service. Hein. Typiquement, et pour illustrer ça, imaginez vous avez un GPS. Hein. Ce GPS, la solution GPS peut être tout simplement la partie présentation. Donc vous avez les routes qui sont présentées sur votre GPS, mais ce système n'a pas de route calculator. Donc au moment où vous allez demander via votre GPS, vous allez demander un calcul de route, une optimisation de route, hein, le GPS va faire un appel via un framework quelconque vers Internet, va lancer un appel, et cet appel va être entendu par le service.
route calculator. Le route calculator, lui, il n'a peut-être pas toutes les informations nécessaires pour la navigation, donc lui-même va faire appel via le réseau Internet et un protocole de type SOA, et va faire appel au système de navigation, de telle sorte que, en renvoyant les réponses du système de navigation vers le route calculator va pouvoir renvoyer la réponse vers votre GPS, et vous avez reçu votre réponse sans pouvoir vous imaginer un seul instant qu'en fait un certain nombre de services externes à votre GPS ont été appelés par votre GPS. Donc ça, c'est un petit peu le principe SOA. Donc si je peux faire le résumé de ce que l'on a vu de manière extrêmement condensée, et je m'en excuse un petit peu. Donc, IT aujourd'hui, l'informatique aujourd'hui, c'est le business, plus personne ne peut nier ça. Il y a sans doute certaines sociétés pour lesquelles c'est un peu moins important, mais je pense que peu de sociétés peuvent nier aujourd'hui que l'informatique est plus que jamais complètement intégrée au modèle d'affaires. Hein. Il importe d'aligner les décisions informatiques avec la stratégie de votre compagnie. Vous avez un modèle qui vous permet d'optimiser le total cost of ownership, hein, et surtout de mettre la pression sur les coûts de maintenance pour pouvoir réserver le maximum de ressources aux nouveaux projets qui vont vous différencier et qui vont faire partie de votre innovation. Hein. Et en fait, vous avez vu la méthodologie CBM, et on a un peu parlé de SOA, qui est l'implémentation de ce niveau de flexibilité requis par le business. Voilà, ceci termine ma conférence. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre attention. Bon succès. Ça me fait plaisir que vous l'applaudissiez encore après. C'est bien. Merci. Alors, comme M. Philippe Guillaume a, depuis un certain temps, IHG Fellow et n'a toujours eu de cesse de supporter le rapprochement entre IBM et l'Université catholique de Louvain, d'abord en donnant ce cours-ci, en donnant différentes conférences invitées, mais aussi dans différents autres cours, et notamment le Master en Auditing. Il nous a aussi donné l'occasion de bénéficier de toute une série de logiciels de la part d'IBM, qui sont d'ailleurs très avant-gardistes. Alors, en votre nom, au nom de l'Université catholique de Louvain et au mien propre, je voudrais, en gage de ce remerciement, lui offrir un petit exemplaire, enfin un exemplaire de l'Université catholique de Louvain, une aventure universitaire. Et merci à vous d'être assis, d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai oublié de dire le principal, c'est surtout aussi grâce à lui qu'aujourd'hui, pour la première fois, l'Université catholique de Louvain va adhérer à la IBM Academic Initiative, qui est un programme offert par IBM pour vous étudiants et pour nous aussi enseignants, qui permet d'accéder à plus de 25 000 contenus en informatique, logiciels, ressources, études de cas, exemples. Rassurez-vous, on en verra seulement quelques-uns. Merci à vous d'être prévenus. Merci et bon succès. Hein. Merci Jean. Merci beaucoup.